Oui, il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes. Non, il ne faut pas ouvrir la PMA à toutes les femmes. La PMA pour les femmes seules, c'est la mesure la plus lunaire du projet de loi. C'est-à-dire qu'on connaît les difficultés dans les foyers monoparentaux, tant pour les enfants que pour les femmes. Difficultés financières, difficultés scolaires, accès au logement, solitude dans l'éducation, épuisement de la mère parfois. Donc la situation de parents isolés, elle ouvre droit à des allocations spécifiques qui sont à la charge de la société parce que cette situation est objectivement problématique. Donc la loi doit lutter contre la précarité et non pas la susciter. Ce n'est pas parce qu'une femme est célibataire aujourd'hui qu'elle le restera toute sa vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui une femme est en couple avec un homme qu'elle va rester toute sa vie avec cet homme. Nous savons très bien que les couples hétérosexuels se défont en moyenne au bout de 5 ans. Et donc, il n'y a aucune garantie que l'on soit hétérosexuel ou que l'on soit homosexuel. Mais en tout cas, l'hétérosexualité n'est pas une garantie d'une famille ad vitam aeternam. Moi, je suis pour la liberté de choix, c'est-à-dire que je peux entendre que des gens souhaitent que, pour eux, en effet, il faut être un couple homme-femme, et je leur laisse absolument la liberté de fonder leur famille de cette manière, mais je pense qu'il n'y a pas que cette manière-là de faire famille, et qu'il y a d'autres désirs qui s'expriment dans la société française, qui d'ailleurs en réalité existent déjà, mais qu'aujourd'hui il faut sécuriser juridiquement, et qu'il faut qu'il y ait la place pour toutes les manières de faire famille. Il y a déjà des femmes seules ou en couple qui font des PMA, notamment à l'étranger, mais il est possible de faire presque tout quelque part sur la planète. Donc si sous prétexte que les Français peuvent aller à l'étranger faire quelque chose, il faut le légaliser en France, eh bien alors légalisons la vente d'armes, la vente de la drogue et compagnie. Si une femme fait le choix d'avoir un enfant entre guillemets seul, elle prend ses responsabilités et elle expliquera à son enfant pourquoi il n'a pas de papa. Mais là, c'est la loi, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire nous tous, vous et moi, qui sommes sollicités pour priver légalement les enfants de père. Et ça, c'est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est non. Aucun texte, et certainement pas la Convention internationale des droits de l'enfant, ne vient dire qu'un enfant a le droit d'avoir un père et une mère. La Convention internationale des droits de l'enfant dit simplement que, dans la mesure du possible, l'enfant doit pouvoir être avec ses parents. Mais avoir un père et une mère n'est en tant que tel pas un droit. Ce que l'on sait, c'est que les études qui sont pratiquées depuis maintenant plus de 30 ans, notamment pour les familles homoparentales, montrent que les enfants peuvent parfaitement se structurer psychologiquement, même si dans leur famille, il y a 2 femmes ou 2 hommes, pour la simple et bonne raison, c'est que ces familles ne sont pas isolées, elles vivent dans la société tout entière, et que dans la société tout entière, eh bien, on a des femmes et des hommes. Et si je reprends l'analyse de quelqu'un qui fait tout à fait autorité comme Boris Cyrulnik, il nous dit très clairement que ce qui compte, c'est que l'enfant puisse avoir des repères qui soient, différents, en ce sens différents de la mère, c'est-à-dire il y a un autre, il y a un tiers, et il n'est pas nécessaire que ce tiers soit nécessairement un homme. D'ailleurs, dans les familles hétérosexuelles, on a de très nombreux pères qui ne sont pas là, qui sont totalement absents. Ces études, en fait, elles ne sont pas scientifiques. Et d'ailleurs, le comité d'éthique, lui-même qui avait donné un avis favorable à l'extension de la PMA, lui aussi avait écarté ces études comme n'étant pas scientifiques parce qu'elles sont menées sur des enfants qui sont trop petits, les questions s'adressent aux parents et sur la base du volontariat en général. Bon, mais imaginons que des études sérieuses démontrent que les enfants élevés par des femmes seules ou des couples de femmes, finalement ne surmontent l'absence de père, mais tant mieux, réjouissons-nous parce que qui souhaite la moindre difficulté à qui que ce soit, et certainement pas un enfant. Mais ce n'est pas parce qu'on peut surmonter l'absence de père, ce n'est pas parce qu'on peut surmonter une difficulté qu'il deviendrait légitime que la loi organise définitivement cette difficulté. À ce compte-là aussi, on pourrait avoir une étude qui nous montre que les personnes qui ont un bras en moins, eh bien, vont aussi bien que les autres, qu'elles réussissent leur vie. Bon, est-ce que ça deviendra légitime de couper le bras de quelqu'un pour satisfaire mon désir? Bien sûr que non. L'extension de la PMA est un pas, c'est pas le premier, c'est un pas vers la gestation pour autrui, parce que cette revendication de la PMA pour toutes s'appuie sur une vision erronée de l'égalité qui voit dans les différences naturelles des discriminations. C'est-à-dire que le levier, c'est qu'une femme seule ou 2 femmes, encore une fois homosexuelles ou hétérosexuelles, peu importe, la réponse est la même, une femme seule ou 2 femmes
ne peuvent pas engendrer un enfant, et de ce fait elles seraient discriminées par rapport à un couple homme-femme. Mais alors dans ce cas, dans cette perspective, un homme seul ou deux hommes d'ailleurs qui ne peuvent pas porter un enfant, donc qui n'auraient pas accès eux à la PMA, sont aussi discriminés. Et le moyen de remédier à cette discrimination, c'est la gestation pour autrui. Contrairement à ce que voudraient faire croire les opposants à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, qui au fond ne supportent pas l'idée qu'un enfant puisse avoir sur le plan juridique deux mères, par exemple, alors que cette possibilité existe déjà depuis que le mariage a été ouvert aux couples de lesbiennes et aux couples de gays, dans la mesure où l'adoption de l'enfant du conjoint permet déjà à un enfant d'avoir légalement deux mères, ce qui ne veut pas dire que dans les faits, les deux femmes ont accouché, mais du point de vue juridique, cela offre une protection importante pour l'enfant. Donc, la GPA est toujours utilisée par ceux qui s'opposent à l'ouverture de la PMA à tous les couples. Et évidemment, ils brandissent toujours la menace de « Ah, si vous ouvrez la PMA, ça va être l'ouverture de la GPA ». La réponse est clairement non. Il n'y a pas d'automaticité à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes pour ensuite l'ouverture de la GPA. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la GPA, aujourd'hui, elle est interdite à tous les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Et donc, la question de l'ouverture de la GPA est une question qui concerne absolument tous les couples et qui nécessitera un débat dans la société française. Vous avez de nombreux pays qui ont ouvert les PMA à toutes les femmes et qui n'ont pas ouvert la GPA. Prenez par exemple l'Espagne. L'Espagne n'a pas ouvert la GPA. Le Danemark n'a pas ouvert la GPA. La Finlande n'a pas ouvert la GPA. Donc, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire, il n'y a pas d'automaticité. Ce qui ne veut pas dire que le débat sur la GPA ne se posera pas. Et il y aura ceux qui sont favorables et ceux qui ne sont pas favorables et chacun échangera ses arguments.